Alors, c'est un ensemble compact de matrices, mais c'est un peu compliqué parce que c'est C. Il n'y a pas de dépendance continue par rapport à la matrice. Donc, on n'en a pas automatiquement sur l'ensemble des matrices, même si c'est vrai pour chacune des matrices. Donc, d'où on a toujours besoin de quantifier. Et de toute façon, on aura besoin, si on voudra traduire ça en EDP, ou essayer de traduire ça, ce qu'on fait là en EDP. On verra que dans un cas, on peut le faire, dans l'autre cas, avec du bruit, dans l'autre cas, c'est plus compliqué. Eh bien, si on veut quantifier, il faut une vraie estimation a priori. Donc là, c'est ça la question maintenant que je me pose. Ben, le premier cas, bien, je vais mettre l'hypothèse suivante, c'est qu'il existe une constante nu strictement positive, je vais quantifier, quel que soit x, puisqu'on veut que ça soit vrai en tous les points. Eh bien, je veux que l'information qui maintenant va être vraie, quel que soit xi, à savoir, donc, je commence maintenant à réellement écrire l'information. Donc, je regarde du0 de x xi xi, et je veux que ça contrôle le du0 xi. Donc, je veux que ça soit supérieur à un du0 xi. du0 de x scalaire xi. Bon, d'abord, ça, c'est un vecteur. Donc, si je veux que ça contrôle quelque chose, il faut que je mette une norme. Et ensuite, comme ça doit être vrai quel que soit xi, il faut que ça soit homogène. Et donc, ce que vous avez naturellement ici, c'est un carré. Et c'est un nu. Donc, je le répète, en chaque x, dès que vous faites cette hypothèse, vous avez un nu. Un nu qui dépend de x. Je veux simplement que mon nu soit indépendant de x. Et ce, uniformément sur RD. Hein. Bien. Alors, le deuxième cas, il faut ensuite que je vérifie que ça suffit. Mais en tout cas, c'est une tentative naturelle. Donc, je mets un point d'interrogation dans mon premier cas. Et le deuxième cas, ça va être de faire une hypothèse semblable. Il existe un nu strictement positif. Je vais l'appeler maintenant quel que soit z dans RD. Je veux que quel que soit, à nouveau, je peux prendre xi si j'en ai envie, f' en z appliqué à xi, scalaire xi, soit supérieur à nu fois f' de z scalaire xi au carré. Alors, c'est une drôle d'hypothèse, on va essayer de la comprendre après. Est-ce que ça vaut le coup de voir si ça suffit de conclure? Donc là, on a quantifié et uniformisé l'hypothèse qui assurait qu'il n'y avait pas de noyau. Donc, en ayant fait cela, on peut espérer effectivement récupérer une telle majoration. Mais, avant même de vérifier si oui ou non ces deux hypothèses, l'une ou l'autre de ces hypothèses nous permet de conclure, il est quand même bon de se revenir en arrière, de se poser la question sur les fonctions convexes, de savoir si cette hypothèse est vraie ou pas. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, regardons donc, remarque, toujours dans le cas convexe, hein, je garde ces hypothèses et je fais maintenant le D2H. F' de Z, c'est D2H au point Z. Donc je vais écrire H seconde de Z. Bon, alors le Z, je l'omets pour simplifier la notation, et je veux regarder l'inégalité H seconde de xi scalaire xi supérieure à nu fois quoi? Bien, c'est H seconde de xi en norme au carré, c'est-à-dire H seconde de xi, H seconde de xi. OK? En d'autres termes, je veux que H seconde soit, au sens des matrices, on a des matrices symétriques, soit supérieur à nu fois H seconde carré. C'est exactement ça, ce sont des matrices symétriques. Le H seconde, je le passe là, ça fait H seconde carré. Donc, est-ce que c'est une inégalité au sens des matrices symétriques a lieu? Eh bien, ça, c'est OK.
si h seconde est majoré par 1 sur nu. Parce que le nu h seconde, il est majoré par 1, et donc je récupère bien que le nu h seconde carré est majoré par h seconde. Donc c'est la régularité de l'hamiltonien. En l'occurrence, c'est le caractère C1,1 de l'hamiltonien. Mais je suis prêt à supposer la régularité, qui assure que, en fait, dans le cas convexe, non seulement les zéros et le noyau, ça marche, mais en tout cas, cette hypothèse, dont je ne sais pas encore si elle suffit, cette hypothèse fonctionne. Bien. Et donc maintenant, je peux rassurer sur le fait que ça contient, mon hypothèse contient le cas convexe, qui est au fond le seul cas où je savais qu'il n'y avait pas besoin de rajouter quoi que ce soit pour pouvoir conclure. Eh bien, donc, maintenant, j'attaque ce bazar-là, et on va regarder si, oui ou non, on a une estimation a priori. Premier cas. Évidemment, je vais refaire le même jeu que le jeu que j'ai fait tout à l'heure. Quel est-il, ce jeu-là? C'est de prendre le produit scalaire avec des u0 de x. Donc, je recommence, ici, plus t fois le terme qui est là. Je vous rappelle qu'on avait dit qu'il était positif, il reste positif, hein, toujours la même chose. Je sais que comme je fais une hypothèse sur u0, si je récupère quelque chose d'intéressant, ça ne sera pas à cause du f. En particulier, ça marche si f égale à 0. Donc ça, je peux l'oublier. Donc le du0 de x scalaire xi, eh bien, je peux donc... donc j'ai ce terme-là, et à droite, j'ai quoi? J'ai du0 de x scalaire xi, produit scalaire avec état. Alors, vous voyez effectivement des estimations a priori se mettre en place, puisque ça, c'est positif, et ça, c'est plus grand que nu fois du0 de x appliqué à xi en norme au carré. Donc le membre de gauche majore cette quantité. Et on peut majorer le membre de droite, et donc on obtient cette inégalité, par simplement l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Vous récupérez norme de état fois la norme de du0 de x scalaire xi. Je vais très lentement, mais c'est autant qu'on fasse les choses tranquillement. Et donc, vous en déduisez que du0 de x scalaire xi, l'hypothèse et la démonstration précédente, nous dit que ceci est majoré par 1 sur nu fois état. Donc, j'ai obtenu une information quantitative, mais pas encore sur xi. Alors, ça suffit parce que si on contrôle du0 xi, on sait contrôler xi. Donc, une fois que vous avez ceci, vous dites à ce moment-là que xi est égal à état moins t fois f' fois du0 fois xi. C'est l'équation qui est là-bas. Et vous en déduisez donc que xi est majoré. Le premier terme, c'est état. Le deuxième terme, vous mettez un plus. T est positif ou nul. F', c'est quelque chose qui est borné. On met des normes partout. Donc, c'est une certaine constante, c'est 0. Donc, ça, c'est pour f'. Et le du0 xi, il est majoré par 1 sur nu état. Et donc, j'ai bien récupéré, dans ce cas-là, je peux enlever maintenant le point d'interrogation, mission accomplie, comme dirait un sinistre. Donc, dans ce cas-là, j'ai donc obtenu, ça entraîne, vous avez même une estimation qui croît linéairement en t, ça c'est d'ailleurs totalement normal, en 1 plus C0t sur nu fois état, donc c'est très explicite, le nu c'est l'hypothèse, le C0 c'est une constante de Lipschitz du grand F. Bien. Premier cas. Et donc, sous cette hypothèse sur U0,
je sais que j'ai éliminé les rotations de π sur 2, hein, et non seulement j'ai éliminé les rotations de π sur 2, mais j'ai une estimation a priori qui me donne l'existence d'une solution régulière globale. Reste à comprendre cette hypothèse, j'y reviendrai par la suite. Sur la deuxième hypothèse, sur le deuxième cas va fonctionner un peu pareil. Évidemment, je repars, j'aurais vraiment dû écrire l'information complète, donc je l'écris maintenant. Évidemment, il faudra que je travaille avec ce qui est dans la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la parenthèse? C'est t fois f' de du0 xi, produit scalaire avec du0 xi. Ok, donc là, qu'est-ce que je peux dire, hein? Je suis dans une situation où U0 peut être nul, hein, donc là, je n'ai absolument pas d'information. Et en revanche, j'ai maintenant une information, grâce à ça, sur nu fois t fois f' de du0 appliqué à xi, en norme au carré, et que ça, c'est majoré par la norme de eta fois la norme de du0 xi. Mais bon, du0 xi, je ne le maîtrise pas par le f'. Hein. Donc il faut que je fasse un petit tour en arrière. Mais néanmoins, ce que je peux dire, en tout cas brutalement, c'est que ceci se majore par une autre constante que je vais baptiser C1, c'est maintenant la constante de Lipschitz de U0, fois le produit scalaire de eta et de xi. Et donc, tout ce que j'ai obtenu, c'est que f' de du0 scalaire xi au carré, et même si j'enlève le carré, est majoré par C1 sur nu t scalaire eta, norme de eta, norme de xi, racine carrée. Bon, grand bazar. Donc là, je me suis servi de l'hypothèse et j'en déduis. La seule chose que j'ai faite, où j'ai un peu de perte, hein, a priori, c'est que j'ai majoré brutalement le membre de droite. Si ça ne suffit pas, on reviendra en arrière et on verra. Mais ça suffit. C'est pour ça que je le fais. Parce qu'en effet, si je repars dans l'équation, qu'est-ce qu'elle me dit, l'équation? L'équation me dit que xi est égal à quoi? Est égal à eta moins ce terme. Et donc maintenant, si je prends des normes, je vais effacer ce qui est au-dessus. Vous voyez, l'hypothèse m'a permis d'obtenir cette borne intermédiaire. Je remets dans l'équation pour effectivement conclure, parce que maintenant je prends la norme de xi, je la majore par la norme de eta, et puis plus t fois, eh bien tout le bazar que j'ai écrit ici, qui est C1 sur nu t, eta xi 1,5. Alors, on sait que ça suffit. On sait que ça suffit parce que là, j'ai un xi 1,5, et donc ça va bien me donner une majoration en eta. Mais comme j'ai dit 1 sur t, je voudrais un peu aller jusqu'au bout. Hein. Je ne voudrais pas qu'il me reste des 1 sur t. Ça ne serait pas dramatique. D'ailleurs, des fois, on aura à gérer un voisinage du temps nul un peu à part. Mais en tout cas, regardons un peu plus précisément. Alors, on n'a pas trop le choix, donc je vais sortir, pardonnez-moi, eta plus C1 sur nu. Et vous voyez que c'est comme si vous mettiez un T2 ici. Hein. Donc là, j'ai une racine carrée fois eta 1,5, xi 1,5.
Et donc, maintenant, si vous majorez ceci par A sur 2 fois la norme de xi, plus 1 sur... La norme de xi, pas la norme, plus 1 sur 2a, fois le carré de l'autre bazar, c'est-à-dire C1t sur nu, C1t sur nu fois état. Donc ça, c'est toujours c'est Cauchy-Schwarz, hein, où A maintenant est une constante positive qui est ce qu'elle est. Donc vous voyez que je peux prendre n'importe quel A plus petit que 2, et je vais donc en déduire que xi est majoré par donc 1 moins A sur 2, enfin c'est 1 moins A sur 2 moins 1 sur 2A, C1t sur nu fois état. Donc ça c'est tout le bazar qui était là, et puis j'ai un plus état. Donc j'ai bien une majoration de xi par rapport à état. Donc, ça fait quoi, ce truc-là? C'est du 2 moins A sur A sur 4A. Je ne sais pas pourquoi j'essaie de faire les choses aussi explicitement, parce que je veux vraiment des constantes explicites à la fin. C1 sur T sur nu plus 1 fois état. Et puis, quel est le meilleur A possible? La logique voudrait que ce soit A égale à... Oui? Elle est multipliée absolument par... il est mignon, il sait absolument qu'il a raison, mais il le dit avec une délicatesse. On voit bien toute la gentillesse de Pierre. Il dit, bon, t'es gâteux, mais 2 sur 2 moins A. Tu as absolument raison, merci Pierre. Bon, allez, j'en ai marre, je prends A égale à 1, on s'en fout complètement de toute façon. Donc le premier, ça me fait un quart, enfin bon, ça n'a vraiment aucune importance. Donc, moralité, qu'obtient-on? On obtient une majoration qui est du style xi est majoré par, mais ici je vais récupérer un 2. Oui, je sais pourquoi je ne veux pas le 2. Pourquoi je voulais le A? Maintenant, je me souviens de... J'ai jamais fait ce calcul comme ça, mais je sais que esthétiquement, j'aime pas le 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'aime pas le 2, parce qu'en t égale à 0, xi est égal à état. D'accord? Et donc, je voudrais que... Donc, vous voyez bien que le A, il faut le choisir en fonction de t. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est minimiser ceci. Alors, je vais faire ce petit calcul. Pardonnez-moi. Parce que c'est relié à des questions que l'on peut se poser et qui sont pas, qui ont des répercussions, qui consistent à dire si d'aventure f a certaines propriétés et que U0 est monotone, est-ce que ça devient strictement monotone en temps court? Je vais vous dire, prenez, par exemple, je vous annonce quelque chose. Prenez f égale à u. Hein, f égale l'identité. Donc ici, vous avez l'identité, le nu est égal à 1. Ça se passe très bien. C'est l'équation u gradient u. Donc si vous partez avec un u0 qui est simplement monotone, bon, ça marche parce que cette hypothèse est vérifiée. F est l'identité, c'est inversible, c'est un cas très simple. Eh bien, ce que l'on verra dans un petit moment, c'est que l'hypothèse qui est sur u0 devient vraie pour les temps strictement positifs, alors qu'elle ne l'était pas initialement. Donc ça, on va le comprendre, ça, parce qu'on va comprendre ce que ça veut dire. Et donc, les phénomènes au voisinage de 0, et ça, c'en est un, ont une certaine utilité pour des choses que j'évoquerai peut-être. Donc, soyez... autorisez-moi à un petit moment de patience, parce que grosso modo, qu'est-ce qu'il va falloir choisir? Il va falloir que ceci, ça se comporte comme du 1 plus une constante fois t. C'est ça qu'on aimerait pour le A. D'accord?
Et pour trouver A égale 1, il faut prendre, pour trouver quelque chose qui est proche de 1, il va falloir aller chercher des choses qui sont proches de 0 ici, pour A. Mais si c'est proche de 0, on le paye ici, mais on a du T. D'accord? Donc je ne sais même pas quel est le résultat optimal, je n'ai jamais fait le calcul, mais je vais le faire. Donc désolé, ce n'est pas vraiment passionnant. Donc on a 2 moins A sur A fois une constante que je vais baptiser lambda. Lambda, c'est quoi? C'est C1T sur nu, C1T sur 4 nu. Donc lambda, c'est C1T. Pierre, tu vérifies que je ne me plante pas dans les calculs. Le 2 moins A, il est au dénominateur. Attends. 2 moins A, il est au dénominateur. Et donc les deux s'en vont, c'est ça? Donc vous voyez, le calcul est une entreprise collective. Alors, et il y a un A aussi, hein? Curieux. Bon. A, ouais, c'est ça. Et le A là-dedans. 1 moins A sur 2. Ouais, les deux s'en vont, il n'y a pas de 4. Non. Non, parce qu'il y a 1 sur 2A. L'inverse, c'est le 2 sur 2, non? Non. 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 Il n'y a pas de 4. Non, les deux s'en vont. Et en revanche, j'avais raison sur le 1 sur 2 moins A. Bon. Donc, en tout cas, le 4, vous pouvez l'absorber dans le C1, même s'il y est, on s'en fout. Bon, d'accord? Mais il n'y est pas. 1 sur A, 2 moins A. Ça n'a vraiment aucune importance. C1T sur nu, donc lambda, c'est ça. Plus 2 sur 2 moins A. Bon, donc j'espère simplement qu'on sait trouver le minimum de ce bazar-là. Donc, moins 1 sur A2, 1 sur 2 moins A, fois lambda. Et puis, lorsque je dérive ça, ça fait 1 sur A2 moins A au carré. Et j'ai ensuite un 2. 2 sur 2 moins A au carré égale à 0. Hein, c'est ça qui va. A varie entre 0 et 2. Quand A tend vers 0, ça tend vers plus infini. Quand A tend vers 2, ça tend vers plus infini. Il y a un minimum quelque part. Bien. Donc si je multiplie tout par 2 moins A, par A carré, 2 moins A carré, je récupère moins lambda fois 2 moins A, plus un A, plus un 2 à 2, égale à 0. Bon, ce qui me donne quelque chose comme 2 à 2, plus un 1, plus lambda A, et lambda est proche de 0. Hein. C'est T petit qui m'intéresse, hein, les T grands, on s'en moque. On va essayer de trouver les équivalents. Hein, c'est pas les expressions exactes, on s'en moque complètement. Moins 2 lambda égale à 0. De sorte que vous voyez bien que lorsque lambda est petit, si le temps est petit, c'est A, grosso modo, vous pouvez prendre A égale à 0. Et que A, si lambda est petit, puisque lambda c'est le temps, A se comporte, si A est petit quand lambda égale à 0, A se comporte comme 2 lambda sur 1 plus lambda. Je ne veux surtout pas trouver la formule exacte. D'accord? Semblable à ça quand t tend vers 0. Bien. Et donc, effectivement, si je reporte à la raison, c'est quand même totalement ridicule ce que je suis en train de faire. Mais ce que je vais récupérer, c'est le 2 moins A. Hein. Le 2 moins A se comporte, si je regarde les termes d'ordre 1 en lambda, le A ici se comporte comme 2 lambda. D'accord? Je vérifie, hein, lambda est proche de 0.
Donc là, je vais trouver quelque chose qui est comme 1,5 plus une constante fois lambda. Et le 2 sur 2 moins A, 2 sur 2 moins A, ça se comporte comme 2 lambda. Écoutez, je ne comprends pas, normalement, on devrait trouver 1. Mais je ne devrais pas faire un calcul comme ceci. C'est absurde. Non, là, je trouve un 1. Donc, sur le A petit, je trouve 1. Et là, je trouve 1 sur 2 lambda. A est semblable à 2 lambda, 1 demi, 2 moins A. Ah, il y a un lambda ici. Lambda égale A. OK. Merci. Vous voyez, on y arrive, à nous tous. Et ah oui, puis là, ça devient explicite. Ah, d'accord. Ça veut dire A semblable à lambda, oui. Hein? Non, il y a le 2A carré. Attends. Alors, donc, je répète, quand lambda égale à 0, la solution, c'est bien A égale à 0. Ensuite, on voit que A va être d'ordre lambda, parce qu'aussi bien A lambda et A carré. Non, A va être de quel ordre? Oh! Mais je sais, bon, je vais écrire, je ne voulais pas écrire la racine carrée, vous me gonflez, hein. Donc, alors, donc, on reste. Ah oui, mais maintenant, en plus, j'ai effacé ma formule. Oh, flûte. C'est 1 sur A. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais pour pouvoir conclure, c'est 1 sur A, 1 sur 2 moins A, C1T sur nu, plus 2 sur 2 moins A de mémoire. Hein. C'est ça le facteur que j'essaie de minimiser. Bon. Et donc, maintenant, j'ai la bonne équation. Donc, je récupère que A est égal à moins lambda, plus, et je pense que ce sera le plus parce que c'est la racine positive, hein, je ne me trompe pas, de lambda 2 plus lambda 2 plus 4 lambda. Non, c'est racine carrée, c'est ça. Divisé, il y a quand même un 2 qui subsiste en bas. Hein, peu de choses près, non, c'est pas correct, c'est ça? Je vous sens sceptique. Hein? Bon, et donc, si je mets lambda carré en facteur pour avoir l'équivalent, ça fait donc moins lambda plus lambda, racine de 1 plus 4 lambda, c'est-à-dire 1 plus 2 sur lambda, en équivalent, divisé par 2. Et les lambdas se virent et je trouve bien 1. Tu avais raison, Daniel. Pourtant, lambda égale à 0, A égale à 1, c'est pas vrai. Ouais, d'accord. Bon, écoutez. Hein, Ah oui, donc tu as raison. Tu fais pas le coup du A. Merci. Bon, là, je vous fais perdre du temps, pardonnez-moi. Hein. Donc, effectivement, que nous faut-il? Et il faut résoudre 1 x2 moins C1T sur nu 1 demi hein, fois x moins 1. Hein, c'est bien ça que x, c'est xi sur état. C'est xi 1,5 sur état 1,5, plus exactement. Hein. Et je veux que ceci soit négatif ou nul. Quitte à résoudre une équation du second degré, autant résoudre celle initiale et pas perdre de temps. OK. Voilà, donc là maintenant, x, on sait qu'il est positif et on veut qu'il soit inférieur à la première racine carrée du bazar. Le bazar, qu'est-ce qu'il est? Il est C1T sur nu 1 demi. Ça, c'est mon B. Plus racine de B2 moins 4AC, donc c'est-à-dire C1T, d'ailleurs l'autre racine est bien négative, C1T sur nu,
plus 4. À nouveau, quelques erreurs de calcul près. Et il y a divisé par 2. Voilà, donc c'est précisément le point que je voulais évoquer. C'est que effectivement, donc, que trouve-t-on? On trouve un comportement qui, donc, au voisinage de l'origine, et donc après xi sur état, est majoré par le carré de ce bazar-là. OK? Et donc, vous avez effectivement récupéré du 1, vous avez effectivement récupéré, parce que la racine de 4, le premier terme, c'est 1. Le deuxième terme, vous avez du racine de t, donc c'est du 1, plus du C1 sur nu t1,5. Hein. Et donc, quand vous élevez au carré, le premier terme, il n'est pas en t, il est en racine de t. Hein. Donc, c'est ça c'était ça le point que je voulais voir apparaître, c'est qu'effectivement, on obtient une majoration qui dépend de t, de état, et qui est au voisinage de l'origine, se comporte comme du 1 plus une constante qui ne dépend que des données, alpha racine de t. Donc, voilà pourquoi on s'attendrait à avoir une majoration en alpha t, c'est plus mauvais. Je ne suis pas trompé dans les calculs, hein. C'est bien du racine de t. Donc, mais je me souviens de racine de t hein, dans un calcul que j'ai fait. Bon, alors la constante précise du alpha, on s'en moque, mais c'était ça que je voulais évoquer. Et pour t grand, c'est aussi intéressant de voir cette constante de t, comment elle se comporte pour t grand. En revanche, pour t grand, vous voyez que ce terme-là devient prépondérant. Hein, donc on a en fait, ça se comporte comme C1t sur nu 1,5. Et donc au carré, ça se comporte linéairement. Ça c'est logique. C'est que donc C de t est semblable à C1 t sur nu pour t grand. Et on a une fonction continue du temps, donc on a une borne, mais attention, la borne n'est pas une borne simple. Hein. Vous voyez que si on était en train de regarder au voisinage de t égale à 0 de la dérivée en temps de la matrice jacobienne, attention. C'est parce qu'on n'a rien supposé sur le U0. Donc là, c'est le F qui commence à donner de la structure et à donner des bornes, et ce n'est pas la condition initiale. Donc là, il y a une petite subtilité. Donc je suis désolé pour les calculs explicites, mais je savais qu'il y avait un phénomène intéressant, et c'est pour ça que j'essayais j'avais un peu oublié d'ailleurs lequel, et maintenant, tout à coup, je me souviens que c'était du racine de t qui apparaît. Donc près de l'origine, oui, ça se comporte pratiquement comme l'identité, donc c'est normal d'avoir une majoration, mais cette technique-là donne du racine de t. Une autre technique plus violente donnerait du c fois t, en se servant complètement de la régularité. Donc ça dépend de ce que l'on suppose sur les conditions initiales, mais je voulais montrer ce racine de t si on se sert uniquement de la monotonie. Parce que là, je ne me suis pas servi grand-chose d'autre que purement de la monotonie, pas de la régularité complète. Donc tout ça sont des petites remarques sans importance, puisqu'on peut effectivement, quand t est petit, procéder autrement. Si t est vraiment petit, on peut majorer brutalement. Donc remarque, si vous supposez, ça c'est la méthode des caractéristiques marche toujours pour t petit, et c'est simplement, ça consiste à jeter xi majoré par état, et vous reportez de l'autre côté le f', ça c'est un C0, fois C1, fois xi. C0, c'est une majoration de f', C1, c'est une majoration de xi. Et donc si t est petit, vous savez qu'effectivement, xi se majore par quelque chose qui est semblable à 1 plus C0, C1t fois état. Mais ce n'est une majoration qui ne marche que pour t petit, puisqu'il faut que, précisément, t C0, C1 soit plus petit que 1. C'est la méthode des caractéristiques. Là, il n'y a rien. Bien.
Donc, la méthode des caractéristiques nous permet de comprendre, effectivement, si on a une bonne régularité, l'ellipticité de DU0 nous permet de comprendre comment on propage la lipicianité. En revanche, si on avait un U0 qui soit monotone sans être régulier, on aurait quand même des informations par la technique que je viens de vous montrer, mais il y aurait ce facteur racine de t qui est une sorte d'effet régularisant. Bon, je ne peux vraiment pas vous en dire plus. Il y a des tas de choses un peu rigolotes si on veut fouiller cet argument. Parce que je me suis servi pour obtenir la majoration qui est là, je ne me suis pas servi que U0 était lipschitien. Hein. Je me suis... Bon, bref, je n'en dis pas plus. Pas vraiment. OK, ça suffit. Assez perdu de temps avec des majorations explicites. Le point important, c'est qu'on a une majoration dans l'un ou l'autre des cas. Donc, effectivement, le contrat est rempli. Nous savons maintenant mettre des hypothèses soit sur F, soit sur la condition initiale, pour obtenir un difféomorphisme global et donc une solution régulière. La belle affaire. Maintenant, il reste quand même une question. C'est qu'est-ce que c'est ces foutues hypothèses? On sait qu'elles marchent si DU0 est symétrique. Hein, c'était le cas convexe que j'avais mentionné. Pour H, mais c'est aussi vrai pour U0. Alors, qu'est-ce que c'est cette hypothèse? Bon, eh bien, il est facile de se rendre compte que c'est en fait une hypothèse, donc une remarque globale. C'est de dire, j'ai maintenant une matrice A qui vérifie que ceci est nu supérieur à nu fois axi carré. Qu'est-ce que c'est cette hypothèse? Bien, poser état égale axi. Okay. Et donc là, vous êtes en train de dire état 2 supérieur à nu. Eh bien, le axi, ça devient état, et ça fait formellement A-1 état. Si on sait que A est inversible. Et donc, en fait, cette hypothèse correspond au moins formellement au fait que A-1 soit supérieur à nu fois l'identité. Si A n'est pas inversible, comme une matrice monotone, hein, dans les directions où ce n'est pas inversible, grosso modo, c'est plus infini, mais l'inégalité est encore vraie. D'accord? Donc, en fait, ces hypothèses qui sont là sont en fait des hypothèses sur les fonctions inverses. Hein? Ce sont des hypothèses. Là, c'est non linéaire en U0 et en F', mais sur l'inverse, c'est bien une contrainte linéaire. Alors, ça, sur les inverses, rappelez-vous, c'est assez naturel parce que sur les inverses, on sait, en tout cas formellement, en oubliant des questions de justification, est-ce inversible ou pas. Alors c'est un peu gênant, on ne peut pas se servir de ça, parce que si on sait que c'est inversible, ça aide pour démontrer des trucs ici, annulation. Mais ne nous préoccupons pas trop des problèmes d'inversibilité. Eh bien, on sait que si f est inversible, la fonction que j'avais toujours baptisée v de y et de t, qui est la fonction inverse de u, en tout cas formellement, tant qu'on est inversible, tant qu'on est régulier, bien, c'est simplement l'équation qui était là-bas, c'est ce que j'ai fait au tout début du cours, devient simplement f de y. Et que donc la formule explicite dont je me suis servi à plusieurs reprises me dit simplement que V est égal à U0 moins 1 plus T fois F. Bien. OK. En particulier, si je regarde la dérivée de V, c'est dV0, hein, U0 moins 1, c'est V0.
en un point quelconque, plus t fois df. Et donc, vous voyez que le premier cas, c'est de supposer que dv0 est supérieur à nu fois l'identité et que df est positif ou nul, et que le deuxième cas correspond à supposer que dv0 est positif ou nul. Hein, on a des fonctions monotones, donc l'inverse est encore monotone. Et que df est en revanche, lui, supérieur à nu fois l'identité. Et donc, l'observation, c'est que lorsqu'on n'est pas avec des matrices symétriques, c'est un peu choquant, hein, parce qu'on a tellement l'habitude que quand on pense à un réel, on dit que si x est supérieur à nu, alors 1 sur x est inférieur à 1 sur nu. De prendre l'inverse, ça ne nous crée pas des x carrés. Mais c'est qu'on a des matrices, et qui ne sont pas symétriques. Parce que si vous avez une matrice symétrique, donc maintenant je recommence, mais avec un A qui est supérieur à nu fois l'identité, la condition sur l'inverse, parce que là c'est évidemment totalement équivalent ce que j'ai fait là, hein, modulo l'inversibilité, ces deux conditions sont identiques. Donc je sais que si A est symétrique, alors la condition sur l'inverse, c'est de dire si A-1 est supérieur ou égal à nu, pardon. La condition sur A, quelle est-elle? C'est ce que je viens d'indiquer, c'est de dire que A est supérieur à nu fois A carré. C'est la condition non linéaire. Mais si A est symétrique et qu'on n'a pas de souci je suppose toujours qu'il n'y a pas elles sont symétriques définies positives, bien vous voyez que ça, vous pouvez les composer par A-1, vous avez le droit, et donc si vous faites ça, vous en déduisez que I est supérieur à nu fois A. Toutes les valeurs propres sont majorées par 1 sur nu. Donc A est bien inférieur à nu, à l'identité sur nu. Et donc, on a tellement l'habitude de raisonner qu'avec les matrices symétriques que quand on voit une égalité sur l'inverse, on se dit on a l'autre inégalité sur la matrice. Mais attention, quand on n'est pas avec des matrices symétriques, la bonne condition sur l'inverse, c'est une condition non linéaire sur la matrice. Bon, remarque simple, totalement élémentaire. Mais il faut s'y arrêter un tout petit peu. D'ailleurs, vous voyez au passage une information qui est assez amusante et que je vous signalais, c'est qu'en tout cas, si t est strictement positif, dans les deux cas de figure, vous voyez que si vous sommez, si t est strictement positif, ça entraîne dans les deux cas de figure que dv est supérieur à nu fois l'identité. OK ? Et donc, dans les deux cas de figure, enfin, nu, c'est pas. Dans un cas, c'est le même nu, et dans l'autre cas, c'est nu fois t, fois l'identité. Et vous voyez d'ailleurs que à part la monotonie, j'ai besoin de rien pour faire ça. Et maintenant, donc, si je passe à l'inverse, ça me dit que dans les deux cas de figure, donc le problème de la régularité a été résolu grâce à ces hypothèses-là. Je dis simplement que l'interprétation de ces hypothèses est particulièrement commode sur les inverses. Une fois que j'ai observé que c'était particulièrement transparent sur les inverses, j'en déduis une information supplémentaire. J'en déduis une information supplémentaire, c'est que sur la solution, j'ai dans le premier cas propagation de la même borne, et dans le deuxième cas, j'ai apparition d'une borne, puisque j'ai un U et un UT. Ça, c'est un effet régularisant. En effet, qu'est-ce que cela veut dire? Tout ceci est très simple, mais mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'après, une fois que ça sera noyé dans des équations beaucoup plus compliquées, si on ne regardait pas le cas simple, on ne le verrait jamais. Alors, donc, si je dis que dv est supérieur à nu, si je reviens
à du, donc alpha c'est nu dans le premier cas et nu t dans le deuxième cas. Que cela me dit-il? Cela me dit que du xi, je reviens à ça, du xi xi est supérieur à du norme de xi, à alpha du norme de xi au carré. OK? Maintenant, donc ça c'est la conclusion. Maintenant, vous faites Cauchy-Schwarz et vous en déduisez donc que du sur dxi est majoré par 1 sur alpha fois xi. En d'autres termes, vous obtenez quelque chose qui est Lipschitz. D'accord? Vous obtenez une borne sur du. Ça veut dire que la norme de du, la norme infinie de du, est majorée par 1 sur alpha. Et ça, c'est un résultat qui, dans le deuxième cas, et même d'ailleurs dans le premier cas, est un effet régularisant. Parce que je n'ai pas supposé, quand je fais ça dans le premier ou dans le deuxième cas, où est-ce que je suppose que V0 est lipschitzien? Je ne suppose pas. Je suppose que V0 est monotone, c'est tout. Donc, on récupère une estimation de Lipschitz, et c'est un effet régularisant. Dans le deuxième cas, c'est particulièrement évident. Dans le deuxième cas, on suppose que la monotonie. Mais le df, il est bien. Voilà, je vous ai dit des bêtises, là. Deuxième cas, c'est pas ça. Oula, je reprends. OK. Donc, le deuxième cas, c'est de dire que df moins 1 est supérieur à nu fois l'identité. Donc, autant ce premier cas, pardonnez-moi, et donc je vais revenir, je vais revenir sur ce que j'étais en train d'expliquer, parce que ça c'est assez important. Donc, dans le premier cas, ce n'est pas vraiment un effet régularisant, et dans le deuxième cas, c'est beaucoup moins transparent, la condition. C'est autant la condition sur l'inverse était claire, ça entraîne que dv est supérieur à nu fois l'identité, et ça, comme je viens d'indiquer, ça entraîne en fait une estimation de Lipschitz sur dv. Donc là, on lit bien la régularité. Mais dans le deuxième cas, la formule explicite qui est au-dessus rend les choses un peu compliquées. OK? Bien. Alors, il y a quand même des choses à dire là, comme on le verra dans un petit instant. La remarque que je commençais à faire, c'est qu'il y a un autre cas de figure qui est un peu étrange, qui consiste à supposer que dv0 est positif ou nul, c'est la monotonie, et que df est supérieur à nu fois l'identité, parce que ça, c'est quand même raisonnable. Et donc, ce que j'étais en train de faire il y a un petit instant consistait à dire simplement que ceci entraîne que dv est supérieur à nu fois t l'identité, et que le calcul que j'ai effacé avec le alpha me dit alors que du en norme L infini est majoré par 1 sur nu t. Bien. Alors ça, effectivement, bien entendu, si df est supérieur à nu fois l'identité, l'hypothèse sur f que j'ai faite est vraie. Elle entraîne que df scalaire xi point xi
est supérieur à nu xi2, qui est certainement supérieur à nu sur c carré df xi au carré. Donc qui peut le plus, peut le moins. Mais dans ce cas, donc, qui était tout à l'heure, j'ai dit que c'était le deuxième cas. Non, c'est un cas particulier. Donc, on est dans le deuxième cas. C'est ça que je suis en train de vérifier. Mais on a renforcé les hypothèses sur F. Et dans ce cas-là, on a obtenu un effet régularisant, qui est même spectaculaire, parce que donc avec un F qui est fort, on récupère, en partant simplement d'une donnée monotone, qui n'est même pas nécessairement continue. On récupère quelque chose qui est lipschitsien et donc qui est C infini pour les temps positifs. Donc ça, c'est un véritable effet régularisant. Alors, est-ce que cet effet régularisant est connu? La réponse est oui. La réponse est oui, en tout cas, il est connu dans le cas de l'identité. Et il a un nom, c'est la régularisée de Yoshida. Régularisation des opérateurs monotones. Donc c'est quand même intéressant de voir la relation avec ce processus de régularisation. Donc je vais m'y arrêter 30 secondes, tout en n'oubliant pas que on a toujours l'impression que tous les points de vue sont équivalents, mais on ne lit pas de manière en tout cas aussi évidente les mêmes informations en regardant l'équation en X ou en regardant l'équation sur l'inverse. Donc dans le premier cas de figure, avec l'équation sur l'inverse, on comprend pourquoi ça marche. C'est tout le travail que l'on a fait en direct sur l'équation inverse, ça se passe bien. Dans ce cas-là, c'est un peu moins clair, hein. Alors, je reviendrai sur ce cas-là dans un petit instant, pour comprendre pourquoi ça marche, cette hypothèse-là. Et là, j'ai fait une petite remarque qui consiste à dire que si je renforce le deuxième cas, en supposant non plus l'implication sur l'inverse, mais en supposant que df est supérieur à nu fois l'identité, et comme df est borné, ça entraîne que df-1 est supérieur à nu. Donc, attention, c'est un peu perturbant. C'est en dimension 1 si x est majoré et positif, 1 sur x est minoré. Donc on est un peu dans ce cas-là. J'ai supposé que df était majoré, et donc c'est un peu pour ça que df... voilà pourquoi on a le df qui est supérieur à nu. Alors, donc c'est un cas renforcé du premier cas, et on voit qu'on a obtenu des solutions régulières pour notre problème, même si elles ne le sont pas en t égale à 0, puisqu'on a obtenu cette information-là. Donc ce que je veux dire, et je ne vais pas insister plus dessus, si ce n'est faire quelques petites observations sur les régularisés de Yoshida, c'est le cas f égale identité, mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a ces démonstrations qui sont en marche, on peut examiner très attentivement de quoi a-t-on réellement besoin sur la condition initiale. Je ne vais pas m'y attarder plus longtemps, je voulais juste vous donner cet exemple-là, mais en termes de conditions initiales, sachez que l'on peut du coup, dans chacune des situations, essayer de pousser sur les solutions initiales que l'on a, en étant entendu que dans l'un ou l'autre des cas, si on a des solutions régulières, on a une solution globale en temps régulière. Et simplement, on peut essayer d'examiner très très finement le type de régularité que l'on obtient en supposant éventuellement un peu moins sur la condition initiale. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, dans le cas effectivement spectaculaire, qui est le cas simple que je viens de mentionner, où on ne suppose rien sur la condition initiale et on récupère tout sur la solution en temps strictement positif, eh bien, effectivement, cela se passe, mais avec une hypothèse très forte sur le flux, sur la fonction non linéaire, sur la fonction. Évidemment, si vous aviez ici une constante, vous n'avez aucune chance que ça marche. Parce que vous propagez le long de ligne droite, vous propagez les valeurs de U0, vous ne gagnez à rien.
mais parce que vous avez un problème non linéaire, vous obtenez une vraie régularisation, qui est une régularisation qui est une relation typique de ces non-linéarités quadratiques, hein, toujours avec des 1 sur t. Alors, comprenons bien, ce n'est pas le deuxième cas, c'est un cas particulier dans le deuxième cas, et prenons un exemple, parce que comme ça sera beaucoup plus clair. C'est une remarque. Et vous voyez que ce sont ces conditions, quand on les voit apparaître sur l'équation, et notamment sur l'équation pour l'inverse, qui est l'équation duale au niveau de Hamilton-Jacobi, eh bien, ça pose tout de suite, c'est le réflexe, donc là je mets un point d'interrogation, le réflexe c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe si je mets cette hypothèse? C'est naturel, une fois qu'on commence à jouer avec des inégalités comme ça, c'est naturel de se poser cette question-là. Donc on récupère cette information, et l'exemple que je vais prendre, c'est f de u égale à u. Auquel cas, si toujours U0 est monotone, le U de t, c'est quoi? C'est U0 rond identité plus t U0 moins 1. Et ça a un nom. C'est ce qu'on appelle la régularisée de Yoshida pour les opérateurs convexes. Pour les opérateurs, monotones. Et effectivement, Yoshida, mais c'est un cas extrêmement particulier, avait bien vérifié que c'était une régularisée parce qu'on obtenait quelque chose de lipschitien. Mais si vous avez cette interprétation en termes de dp, vous voyez, c'est là, c'est codé dans l'équation. C'est totalement évident. C'est facile à démontrer directement. Hein, la difficulté n'est pas là. Donc, ça, c'est la remarque que je viens de faire. L'autre remarque que l'on peut faire, c'est que ça entraîne aussi, pour les temps positifs, l'hypothèse qui est là, et qui en fait entraîne le caractère lipschitien. Parce que quand j'ai dit dv supérieur à nu t, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ce que cela entraînait en fait, c'est que l'on n'avait que du en x et en t, fois xi, scalaire xi, est supérieur à nu t, et là, nu, ça vaut 1, est supérieur à t fois du de x et de t et de xi égale à 0. Du sur dt, du au point x à l'instant t appliqué à xi en norme au carré. Donc ça, c'est ce que l'on obtient dans la remarque. C'est ça, la remarque. Et que cette remarque entraîne l'observation de Yoshida, à savoir qu'on obtenait quelque chose de lipschitien. C'est ce que j'ai fait avec Cauchy-Schwarz. Lipschitz avec une constante en 1 sur t. Eh bien, en fait, on a une information plus précise. C'est-à-dire que si vous partez avec quelque chose de monotone et que f est un peu plus fort, donc on est, je répète, dans un cas particulier du deuxième cas, alors pour les temps strictement positifs, la fonction solution vérifie l'hypothèse du premier cas. Donc vous avez le premier cas, vous avez le deuxième cas, et un cas particulier du deuxième cas, où tout marche très bien, et non seulement marche très bien, mais c'est qu'instantanément en temps positif, on retombe dans la situation du premier cas. Alors ça, c'est quelque chose qui peut se démontrer directement, sans tout mon bazar d'équations d'Hamilton-Jacobi sur la régularisée de Yoshida. Une fois que vous savez quoi regarder, vous le vérifiez. Et donc c'est une information plus précise que le caractère lipschitien. Mais je voulais vous montrer ce cas particulier pour vous signaler que la régularisée de Yoshida vérifie
cette hypothèse un peu barbare, qui est en fait une hypothèse sur l'inverse et qui est transparente sur l'inverse, pour montrer à quel point ce genre de manipulation, ce genre d'hypothèses sont naturelles et font partie du décor. Et que la bonne interprétation pour comprendre cette hypothèse, la bonne interprétation, c'est effectivement en passant à l'inverse. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si on était avec des matrices symétriques, passer à l'inverse, d'écrire que A est supérieur à nu à 2 ou dire que A est majoré par 1 sur nu, il n'y a pas d'information en plus. Mais quand on est avec des matrices qui sont purement monotones et pas nécessairement symétriques, le fait qu'en taille, A soit majoré par 1 sur nu en passant à l'inverse, c'est vrai, mais on a quelque chose de plus précis qui est ça. Et dans le cas non symétrique, il y a de l'information en plus. Non seulement il y a de l'information en plus, mais on voit pointer une quantité qui est du0 de x fois xi, ça c'est une quantité qui permet de mesurer la monotonie. Et on voit arriver le du0 de x scalaire xi au carré, le moins nu, c'est-à-dire que ça, c'est une information qui est de nature EDP. On a su par les EDP propager la monotonie. On voit que des bornes comme ceci se propagent. Dans le premier cas, si la condition est vérifiée en t égale à 0, elle est vérifiée pour tout temps. Donc, ce que nous avons démontré globalement, c'est que cette condition assure la régularité et se propage en temps. Et d'ailleurs, elle entraîne une borne de Lipschitz. Et donc, gardez cela en tête, mais quand je voudrais obtenir des informations des bornes de Lipschitz sur les solutions par des techniques de DP, il va falloir que je commence à manipuler des fonctions comme ceci. Si avec ça, ça serait la propagation de la monotonie, et je devrais essayer de démontrer par des techniques de DP des sortes de propagation de cette monotonie renforcée, et qui me donneront des estimations de régularité. Donc je vous habitue à l'idée. Heureusement, les vacances de Noël vont arriver pour un peu digérer tout cela. On se remettra en condition pour reprendre ça tranquillement. Mais je voulais déjà vous prévenir qu'il va falloir reprendre un peu les démonstrations d'unicité, puis rajouter un terme extrêmement non linéaire qu'il va falloir manipuler dans les équations et pourquoi ça marche. On sait que ça marche. La question est, on sait que ça marche puisqu'on a tous cet argument. Donc il s'agit de le retrouver par un argument de DP. C'est quand même plus agréable de savoir que ça marche et de se dire il faut coûte que ça sorte. Parce qu'en plus, si ça marche pour cette équation, on sait qu'en rajoutant un Laplacien, ça marchera pour des raisons, ça on le reconnaît tout de suite. Parce que c'est un carré, donc il y a des propriétés de sous-harmonicité du carré, c'est une astuce de Bernstein, donc je vais expliquer ça plus tard. Donc on est a priori plus confiant pour faire le calcul un peu atroce qui consiste à vérifier que du point de vue des EDP, cette condition va se propager. Et dans des cas plus compliqués, mais ça on regardera d'abord les systèmes caractéristiques. On verra que ça ne se propage pas exactement, mais il va falloir garder des termes de reste. Bon, ça c'est les joyeusetés quand on aura repris des forces ou qu'il s'agira de digérer les excès des vacances, on reprendra ça calmement. Il n'en demeure pas moins. J'ai complètement oublié l'heure, non? Ah bon Dieu, je suis vraiment désolé. Et personne ne disait rien, vous êtes d'une gentillesse, hein? C'est pour ça qu'il y avait une personne qui s'est levée, là, le pauvre, je suis confus, j'arrive en retard, j'oublie l'heure. J'ai complètement oublié l'heure, j'étais dans mon truc, là, j'étais parti. Et puis chaque fois que je parlais de Noël, vous disiez, ça y est, il va enfin s'arrêter. Hein. J'étais sûr que vous pensiez cela. Donc je suis vraiment confus. Bon, je retiens simplement que je ferai un petit rappel pour revenir sur le deuxième cas là-dedans. Mais en tout cas, on aura bien compris la propagation de la régularité. Je m'arrête de parler, vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je suis vraiment tout à fait confus. Vous voyez, l'enthousiasme et la passion, on oublie tout.